Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue Tech, Marketing et Digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il y a plein d'infos intéressantes qui sont sorties cette semaine, et notamment la première, ça fait 30 ans que le web existe. Le web, ça a été créé le 12 mars 1989 en Suisse. Cette date, en fait, ça correspond au premier document qui représente le concept du World Wide Web et qui a été rédigé par les informaticiens du Conseil européen pour la recherche nucléaire, le CERN. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le web ? Il faut faire attention, il faut pas confondre le web et Internet, parce que souvent c'est vrai qu'on emploie les deux mots pour désigner la même chose. On dit je navigue sur le web ou je suis sur Internet ou je navigue sur Internet, mais c'est pas tout à fait la même chose. Pour faire simple, on peut dire que le web, ça correspond à la solution pour naviguer sur Internet. Mais il n'existe pas qu'une seule solution pour naviguer sur Internet. Un autre que vous connaissez très certainement, c'est le dark web, qui est une autre façon de naviguer sur Internet. Voilà. Donc Internet, c'est le réseau interconnecté, et le web, c'est ce qui permet de naviguer sur Internet. Et quand ça a été créé, donc en 1989, c'était notamment pour échanger des documents. Alors, le web, tout le monde connaît aujourd'hui, la plupart d'entre vous l'utilisent, j'espère. Enfin, de toute façon, vous l'utilisez si vous écoutez ce podcast, normalement. Donc, le web, c'est quelque chose qui est parfois un peu critiqué à cause de ses dérives, mais le web, c'est aussi quelque chose de beau. Et d'ailleurs, pour les 30 ans du web, il y a des internautes qui ont inventé un challenge qui est, selon moi, très intelligent et très important, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est le Trash Tag Challenge. Le Trash Tag Challenge, vous en avez très certainement entendu parler. C'est en fait ces internautes qui se prennent en photo devant un coin de nature qui est rempli de déchets, qui ensuite nettoient tout, mettent tout dans des sacs poubelles et se reprennent en photo ensuite avec le coin de nature totalement nettoyé et les sacs poubelles devant eux pour montrer qu'ils ont fait une bonne action. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que voilà, les réseaux sociaux, tout ça notamment ça sert un peu à se mettre en avant, à flatter notre ego, et je trouve que c'est une bonne façon pour la planète de montrer qu'on a fait une bonne action. Voilà, je trouve que c'est un challenge très intéressant. Le web, c'est aussi le stream. Alors le stream, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être audio, ça peut être vidéo ou autre. C'est tout simplement regarder un contenu ou lire un contenu directement sur une plateforme. Et justement, cette semaine, les ventes de musique numérique ont dépassé les ventes de musique physique en France. Et c'est la première fois que ça arrive. Donc ça annonce quand même un changement très important. Donc, comme je le disais, le stream, c'est aussi de la vidéo, c'est par exemple YouTube, quand vous regardez une vidéo YouTube, ou quand vous allez sur Netflix. Et d'ailleurs Netflix cette semaine a annoncé qu'ils allaient faire d'autres contenus comme Bandersnatch de la série Black Mirror. Alors je sais pas si vous l'avez vu, par curiosité je vous invite à aller le voir parce que c'est assez intéressant. En fait, c'est un concept de série où on choisit la suite de l'histoire, voilà. Et il y a tout un arbre de décision derrière, et en fonction des choix que vous allez faire, ça va modifier la fin de l'histoire. Pour moi, je trouve que c'est très intéressant ce type d'information. Pourquoi ? Tout simplement parce que Netflix, ils aiment bien dire que leur plus gros concurrent, c'est le sommeil, mais en réalité, eux, ce qu'ils veulent, c'est du temps d'attention. C'est que vous passiez le plus de temps sur la plateforme. C'est pour ça qu'ils vont travailler les titres, les miniatures. Ils vont pas afficher les mêmes choses en fonction des utilisateurs qui regardent, en fonction du contenu que vous regardez. Comment vous le regardez ? Est-ce que vous regardez en semaine, tout le temps à la même heure ? Est-ce que vous le regardez tout le temps ? Est-ce que vous le regardez une fois par mois, etc. Et en fonction de ça, ils vont avoir un affichage différent, etc. Le but de Netflix, c'est réellement que vous passiez le plus de temps sur cette plateforme.
Et moi, pour avoir testé Bandersnatch, j'ai essayé de faire toutes les fins et j'ai dû passer 4 heures dessus, quoi. Alors que normalement, un épisode de Black Mirror, je sais pas exactement combien de temps c'est, mais c'est une heure ou un petit peu moins d'une heure. Et là, c'est des choses qui nous intriguent. On a envie de connaître toutes les fins parce qu'on n'aime pas ne pas tout savoir. Et du coup, on passe plusieurs heures dessus. Et je trouve que dans leur stratégie, c'est quelque chose de très intéressant pour eux de faire ça. Mais comme je le disais précédemment, le web, c'est pas toujours bien vu et il y a des gens qui en ont peur, il y a des gens qui en ont très très peur. Aux États-Unis, il y a notamment une élue du Massachusetts qui est candidate à la présidentielle de 2020 qui s'appelle Elizabeth Warren et qui propose, elle, de démanteler les géants de la technologie, donc à savoir Amazon, Google et Facebook. Ça peut être un peu étrange pour une Américaine de dire ce genre de choses, parce que c'est quand même ce qui fait aujourd'hui, en tout cas, que les États-Unis sont vraiment une très très grande puissance. Mais voici ce qu'elle dit. Elle dit: les grandes entreprises technologiques d'aujourd'hui ont trop de pouvoir sur notre économie, notre société et notre démocratie. Ils ont écrasé la concurrence, utilisé nos renseignements personnels à des fins lucratives. Je ne veux pas d'un gouvernement qui est là pour travailler pour les géants de la technologie, je veux un gouvernement qui travaille pour le peuple. Alors, personnellement, je pense et je suis sûr que c'est totalement impossible de faire, de remporter ces élections avec ce discours-là. Pourquoi ? Parce que notamment, c'est vrai aujourd'hui en France, depuis notamment Emmanuel Macron, mais voire même Nicolas Sarkozy, mais c'est encore plus vrai aux États-Unis depuis Barack Obama. Les réseaux sociaux sont un canal de communication essentiel dans une campagne politique et notamment pour la présidence. Donc, je trouve ça un peu déplacé dans le sens où c'est sûr qu'elle va devoir utiliser Facebook et autres pour communiquer, de vouloir supprimer ce type de plateforme qui aujourd'hui est une très grande force pour les États-Unis. Même si c'est vrai que les GAFA sont souvent critiqués par rapport à la puissance et au pouvoir qu'ils ont sur les politiques. Personnellement, je pense que c'est plus un message politique pour se placer, pour faire parler d'elle, voire éventuellement essayer d'évincer Mark Zuckerberg de la présidence des États-Unis. On n'en sait toujours rien, mais il y a de fortes rumeurs qui disent que peut-être qu'un jour Mark Zuckerberg se présenterait et deviendrait le président des États-Unis. Je pense quand même que cette histoire avec Cambridge Analytica l'a peut-être calmé un peu sur ce jeu-là. Bon, ça, seule l'histoire nous le dira. D'ailleurs, je ne peux pas vous parler de Mark Zuckerberg sans vous parler de Facebook, parce que vous savez, Facebook, toutes les semaines, il y a des choses à dire dessus. Malheureusement, cette semaine, c'est pas une très bonne nouvelle qu'il y a eu chez Facebook. Il y a eu un bug qui a duré 24 heures, de mercredi à jeudi soir. Alors peut-être que vous l'avez vu, c'est un bug qui était général, hein, c'était sur toutes les applications du groupe Facebook, à savoir WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram. Et selon eux, ça aurait été dû à un changement de configuration des serveurs. Voilà, ils ont mis 24 heures à résoudre le problème, ce qui est énorme pour ces sites et ces applications qui génèrent des millions et des millions de connexions par seconde. Mais bon, on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ben là, c'est totalement le cas. Pourquoi je dis que le malheur des uns fait le bonheur des autres ? Parce que la messagerie Telegram, la messagerie russe, hein, dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast, qui est donc cryptée, elle a enregistré une hausse de 3 millions d'utilisateurs durant la panne de Facebook. Donc c'est quelque chose d'énorme pour elle, et c'est assez embêtant pour Mark Zuckerberg parce qu'il a présenté récemment une nouvelle stratégie visant à rapprocher, à sécuriser les différentes messageries de Facebook, du groupe Facebook. Mais il n'y a pas que Telegram qui a pu en profiter, il y a aussi Pornhub. Pornhub, si vous ne savez pas, c'est un site pornographique, hein. Et eux, ils ont observé une hausse de 11% des visites dès que la panne est apparue. Ils ont connu un pic de 19% en soirée. Et quelque chose d'assez intéressant aussi, ils ont observé un changement assez intéressant dans leur moteur de recherche, parce que les mots Instagram et les mots Facebook, ils ont augmenté de 323% et de 221%. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais
je sais pas, si je suis sur Facebook et que Facebook ne marche pas, et si je vais sur Pornhub, pourquoi j'aurais à taper Facebook? En fait, je pense, alors ça c'est vraiment totalement un avis personnel pour le coup, mais il est fortement possible qu'il y ait des gens qui aiment bien aller regarder des gars ou des filles sur Instagram ou sur Facebook et qui peut-être là ne pouvaient plus le faire, et du coup ils sont allés sur Pornhub voir si éventuellement il y avait des vidéos, je sais pas, des compilations des jolies filles sur Instagram ou des jolis gars sur Facebook. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont enregistré ces taux-là. Si vous avez d'autres idées sur pourquoi les gens auraient tapé un Instagram ou Facebook sur Pornhub, je suis évidemment ouvert à la discussion, venez m'en parler sur Instagram. Et donc, j'en profite, tant que nous sommes sur le sujet tendancieux du porno, nous allons parler de Tumblr. Alors, pourquoi je parle de Tumblr alors qu'on parle de porno? C'est que Tumblr, il a supprimé tous ses contenus pornographiques et ça lui a fait perdre, accrochez-vous bien, 10 millions de vues, soit 17% de son trafic habituel. C'est énorme. Sur Tumblr, il y en avait beaucoup de photos pornographiques et autres, et du coup ils ont tout supprimé, et là ils ont perdu une grande partie de leur audience. Alors, personnellement, si j'avais été eux, et que je m'étais aperçu qu'il y avait ce genre de contenu et que ça rapportait autant de trafic, j'aurais pas forcément supprimé. Par contre, pourquoi pas lancer un Tumblr spécialisé dans la pornographie, sachant que la pornographie, ça rapporte quand même un trafic énorme, hein, c'est un des premiers trafics sur Internet. Pourquoi pas s'adapter au marché? C'est hyper important de tout le temps observer et s'adapter à son marché. Là, leur audience, apparemment en grande partie, elle était amateur de ça, donc pourquoi pas faire un Tumblr spécial sur la pornographie pour récupérer cette audience-là. Le gros problème pour Tumblr, je pense, c'est que c'est les utilisateurs qui écrivent des articles ou qui postent des photos, et je pense que niveau pédopornographie, etc., c'était un petit peu limite pour eux, et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas osé franchir ce pas-là. Voilà, Tumblr qui est un réseau dont on entend de moins en moins parler, ça leur fait quand même un peu de mal. Et on va rester sur la belle transition du porno, et je vais vous parler de cul. Alors, vous inquiétez pas, vous êtes toujours sur mon podcast, c'est toujours le podcast Tech, Marketing et Digital, il n'y a aucun souci pour ça. En fait, si je vous parle de Q, c'est que c'est la lettre Q, c'est le premier assistant vocal qui est non-genré. Voilà, donc c'est son nom, il s'appelle Q. Voilà, j'ai trouvé que la transition était rigolote. Et si vous voulez écouter sa voix, donc qui est ni féminine ni masculine, je vous propose de l'écouter tout de suite, et elle ressemble à ça. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. Les assistants vocaux qui sont non genrés, c'est quelque chose qui est assez important, qui revient souvent sur le tapis. On parle beaucoup d'égalité des sexes, etc. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les assistants vocaux sont beaucoup des femmes. Alors ça fait réagir certaines personnes en disant mais pourquoi ceux qui nous assistent doivent avoir une voix de femme? Il y a un épisode très intéressant de Studio 404 qui en parle. C'est un autre podcast. Je vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse. C'est aussi un podcast sur la tech. Et ils en parlent très bien. Et du coup, l'idée c'est de proposer au marché une alternative avec une voix qui n'est ni masculine ni féminine. Et personnellement, je trouve ça très bien. On va passer maintenant en Chine, qui est un peu comme Facebook, il y a des infos sur la Chine toutes les semaines. Cette fois-ci, c'est le métro chinois qui expérimente le paiement d'un trajet par reconnaissance faciale. Donc en fait, vous allez dans le métro tout simplement, enfin la station de métro reconnaît votre visage et vous êtes lié à un compte bancaire et ça retient le prix d'un billet pour prendre le métro. C'est un moyen de paiement qui permettrait de fluidifier le trafic au sein d'une station. Donc c'est quelque chose que je trouve
assez intelligent, très utile, mais voilà, je pense que la reconnaissance faciale, c'est pas encore quelque chose qui est très bien adopté par la population en général, mais je pense que ça va venir notamment avec les téléphones où on est de plus en plus habitué à déverrouiller son téléphone avec son visage. Au fur et à mesure, ça va s'intégrer un petit peu partout dans notre société et c'est un peu comme tout, c'est quelque chose qui fait peur au début, qui après est très utile et à la fin on peut plus s'en passer. Donc j'ai pas trop de crainte pour la reconnaissance faciale et je pense que ça va vraiment très bien fonctionner d'ici quelques années. Là où les Chinois sont très intelligents, c'est qu'ils le font avant tout le monde et donc ils auront beaucoup d'avance par rapport notamment aux Américains. Je dis notamment les Américains parce qu'il y a une très grosse concurrence entre la Chine et les Américains, que ce soit sur la reconnaissance faciale, parce qu'ils ont des gros réseaux sociaux, et puis parce qu'ils le testent eux directement sur les populations. Attention, je dis pas que c'est quelque chose qui est forcément bien, c'est quelque chose qui est plus facilement accepté par les Chinois, et c'est quelque chose, en tout cas, qu'ils font eux au quotidien, et qui leur permettent d'améliorer leurs services de mieux en mieux. Les USA, eux, de leur côté, ils ont aussi de l'avance par rapport notamment à l'Europe, parce qu'ils ont notamment certains des plus gros réseaux sociaux du monde, et c'est vraiment une guerre. C'est une guerre, on peut un peu la comparer à la guerre froide, entre les États-Unis et la Chine. Et les États-Unis et la Chine, ils sont en guerre sur plusieurs plans. Ils sont évidemment en guerre sur la reconnaissance faciale, mais ils sont aussi en guerre sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Il y a un peu moins de 2 ans, c'était en 2017, il y a la Chine qui avait publié un rapport dans lequel il promettait de devenir les leaders mondiaux sur l'intelligence artificielle d'ici environ 2030. Jusqu'à présent, c'est les États-Unis qui dominent sur l'intelligence artificielle, mais ça peut très bien changer d'ici quelques années. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Chinois, ils investissent vraiment énormément dans l'intelligence artificielle, ils investissent des milliards, les États-Unis aussi, mais moins, un petit peu moins en tout cas. Et pour vous donner des chiffres assez concrets, en 1982, 10% des études les plus citées dans le monde autour de l'intelligence artificielle, elles comptaient 47% de recherche américaine et 0% de recherche chinoise. Donc à l'époque, il y avait vraiment aucune étude chinoise sur l'intelligence artificielle. Mais depuis, ça a bien évolué, puisque aujourd'hui, les États-Unis, ils sont à peu près à 29% d'études faites sur l'intelligence artificielle, tandis que la Chine, elle a rattrapé son retard et ils sont aujourd'hui à 26%. Donc si ça continue comme ça, la Chine ne va pas tarder à passer devant les Américains en termes de recherche sur l'intelligence artificielle. Et si vous connaissez La guerre des intelligences, qui est on va dire un bouquin documentaire écrit par le docteur Laurent Alexandre, que je vous recommande vivement, ce livre, c'est totalement ça. C'était qu'aujourd'hui on a une guerre qui se fait sur plusieurs aspects entre la Chine et les États-Unis, et notamment sur l'intelligence artificielle. Et selon lui, ceux qui vont remporter la guerre sur l'intelligence artificielle sont ceux qui vont dominer le monde de demain. Mais la guerre entre la Chine et les États-Unis, ça s'arrête pas seulement à la reconnaissance faciale, ça s'arrête pas seulement à l'intelligence artificielle, mais ça va aussi notamment sur la tech et notamment sur les téléphones. Il y a une marque de téléphone qui se fait connaître depuis maintenant plusieurs années, qui s'appelle Huawei, que vous connaissez très certainement, et notamment si vous avez écouté mon podcast de la semaine dernière. Moi, perso, Huawei, c'est la marque que je trouve la plus forte en termes de produits, de vente, d'innovation. Je parle côté chinois. Pour moi, c'est vraiment où ça va être vraiment, en tout cas en Europe, le plus gros concurrent à Apple, parce qu'ils ont un peu la même stratégie. Par exemple, Huawei, cette semaine, ils ont annoncé avoir développé leur propre système d'exploitation pour téléphone, leur propre OS, parce qu'ils sont un peu en guerre avec les États-Unis, c'est toujours le même conflit, Chine-États-Unis, et ils se sont dit, voilà, si demain on n'a plus Android, si demain on n'a plus Windows Phone, comment on peut faire ? Eh ben tout simplement, on va sortir notre propre système d'exploitation. C'est quand on regarde, Apple a son propre système d'exploitation et ça marche très très bien. Et Huawei, ils se sont fait une très grande place sur le marché. Il y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas.
Et je pense que demain, ils ne voudront plus, ou en tout cas ils ne pourront peut-être plus, dépendre d'un service américain sur leur téléphone, et ils ont bien raison de développer leur propre OS. Autre chose pour Huawei, ils ont déposé un brevet pour un smartphone doté d'un écran secondaire, un écran carré sur le dos du téléphone. Personnellement, j'ai un peu réfléchi, je vois pas vraiment l'intérêt, à part pour se prendre en photo en mode selfie avec une bonne caméra. Je vois pas vraiment l'intérêt, mais je pense que s'ils le font, c'est qu'il y a un réel intérêt. Alors attention, un brevet, ça veut pas dire qu'ils vont sortir le téléphone avec un écran derrière, ça veut dire simplement qu'ils se protègent sur cette technologie-là. Donc à voir ce que ça va donner, est-ce qu'ils vont le sortir ou pas. Je pense que s'ils l'ont déposé, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'ils ont des idées derrière la tête. Reste à voir ce que ça va donner. Quand je vous disais que Huawei était des pros de l'innovation, ils l'ont notamment démontré cette année avec le Mate X, qui a fait de l'ombre, voire beaucoup d'ombre au Galaxy Fold de Samsung. Et ils ont annoncé vouloir lancer des téléphones pliables à des prix abordables d'ici 2 ans. Faut savoir que le Galaxy Fold est à plus de 2000 €, le Mate X aussi. Donc aujourd'hui, c'est des prix qui sont énormes, c'est normal, la technologie vient juste de sortir, donc il y a de la recherche et développement à payer, il y a les nouveaux matériaux, il y a tout ça. Mais d'ici 2 ans, ils espèrent lancer des téléphones pliables à prix abordable. S'ils deviennent leaders sur les téléphones pliables, il y a de fortes chances pour que ça fasse beaucoup d'ombre à toutes les compagnies américaines et notamment à Apple. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la guerre et il y a aussi des entreprises américaines évidemment qui essayent de récupérer des parts de marché sur le téléphone pliable. Et il y a notamment Google cette semaine qui a déposé un brevet sur un écran pliable, mais qui fait vraiment différent des concurrents. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un écran, un téléphone classique qui se plie. Mais il y a un seul écran. C'est-à-dire que sur le Huawei ou sur le Samsung, vous avez un écran et quand vous l'ouvrez, vous avez une sorte de mini tablette. Et ben là, l'idée de Google, c'est de faire un téléphone classique, comme vous pouvez aujourd'hui avoir dans votre poche, mais simplement il peut se plier pour être plus compact. À voir ce que ça va donner. Peut-être qu'ils vont le sortir, peut-être qu'ils vont pas le sortir. Comme je vous l'ai dit, c'est un brevet, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire qu'ils s'intéressent quand même à cette technologie-là. À voir ce que l'histoire nous racontera. Mais comme vous le savez, dans toutes les guerres, il y a des pertes. Et c'est le cas pour Wiko, qui doit réduire ses effectifs. Wiko, ils font des téléphones d'entrée et de milieu de gamme. Et malheureusement, avec la concurrence chinoise, ils ont beaucoup de mal à tenir le cap. Dernière info de cette semaine, Apple a annoncé la date de son événement, ça sera le 3 juin, et ils vont dévoiler iOS 13, et personnellement j'ai très très hâte de découvrir iOS 13, notamment pour voir ce que ça va donner sur iPad, pour tout ce qui est gestion de fichiers, etc., parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est ce qui manque sur un iPad Pro, et qui m'empêche de passer à l'achat, quoique j'y réfléchis de plus en plus. Si vous avez des avis là-dessus, pareil, n'hésitez pas à me contacter et me donner votre avis. Et il y a un autre sujet sur lequel les États-Unis et la Chine se font concurrence, c'est l'espace. Mais pour une fois, on va parler de l'espace, mais on va pas parler des USA. On va pas parler d'Elon Musk. On va pas parler de la Chine, mais on va parler du Japon et plus précisément de Toyota. Il y a l'agence spatiale japonaise qui s'appelle, alors je sais pas si je le dis bien, mais c'est JAXA. JAXA, qui vient d'annoncer avoir un accord avec Toyota. Ils veulent en fait créer un rover lunaire. Alors un rover, c'est une sorte de grosse voiture qui se déplace sur la Lune. Et du coup là, ils ont annoncé travailler sur un très gros rover lunaire qui serait habitable, donc qui peut contenir jusqu'à. Alors normalement, c'est fait pour 2 astronautes, mais ça peut en contenir 4 en cas d'urgence. Et donc, c'est un rover qui serait capable de se déplacer sur des très longues distances, sur plus de 10 000 km, et qui a une taille de 2 minibus, donc qui fait un peu plus de 6 mètres de long. En tout, ça fait 13 mètres carrés habitables, et leur mission qui devrait débuter en 2029 est censée durer 5 ans. Alors personnellement, je serais incapable de rester à 2 dans un 13 mètres carrés habitable, mais bon, c'est un peu l'élite du monde les astronautes, donc je suppose que tout est étudié pour.
Maintenant, je vous propose de revenir sur la Terre et plus précisément à Lyon, en France. Je suis particulièrement fier de vous partager cette info parce que Lyon, c'est la ville dans laquelle j'habite. Lyon, c'est un peu la ville de l'innovation. Alors évidemment, il y a Paris, hein, on va pas se le cacher, mais par exemple à Lyon, il y a la société Navia qui avait testé ces minibus autonomes. Donc pour ceux qui habitent à Lyon ou qui viennent visiter Lyon, sachez que dans le quartier de la Confluence, il y a des bus autonomes, donc sans chauffeur, totalement seul, hein, qui se déplacent d'un point A à d'un point B, qui s'arrêtent quand il y a des piétons qui traversent, etc. Vous pouvez aller les prendre, c'est assez rigolo. Lyon, c'est aussi la ville dans laquelle Bouygues Télécom teste la 5G, où ils ont passé le premier appel 5G. Et aujourd'hui, Lyon, c'est des robots. C'est des robots voituriers qui vont débarquer à l'aéroport de Lyon. Donc c'est la société Stanley Robotics, hein, qui a eu l'idée de créer des robots voituriers. Donc vous laissez votre voiture. Ça ressemble un peu à un transpalette pour voiture, si on peut dire. C'est donc un robot qui s'appelle Stan, qui prend votre voiture et qui va la garer. Je vous propose de rester dans l'automobile. J'en ai parlé de la semaine dernière, la Tesla Y qui allait être annoncée. Donc ça y est, elle a été annoncée. Elle sera vendue à partir de $39,000. Pour moi, les voitures électriques, c'est évidemment le présent, mais c'est aussi l'avenir. C'est quelque chose qui devient de plus en plus abordable, qui est adopté par tous les constructeurs. Donc c'est qu'il y a une bonne raison si tout le marché se met aux voitures électriques. Mais les voitures électriques, c'est aussi grave à la mode, et c'est sûrement pour ça que dans le prochain James Bond, le 25e épisode de James Bond, le personnage principal, donc James Bond, hein, conduira une Aston Martin électrique. C'est totalement dans l'air du temps, et je trouve ça assez drôle. Voilà, la revue Tech Marketing et Digital, c'est déjà terminé. Je vous invite à laisser un avis sur ce podcast si vous aimez bien. Moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Vous pouvez aussi vous abonner. Et le mieux dans tout ça, c'est que ces deux choses-là sont totalement gratuites. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Vous pouvez supprimer votre avis si vous n'aimez plus le podcast, etc. Voilà, sachez qu'un avis, quand vous le postez une seule fois, et un abonnement, c'est pareil, vous vous abonnez une seule fois, et moi, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à aller sur Instagram pour répondre à la question de la semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.